Ce matin au Radio-Journal, programme de garderie fédérale, moins de la moitié des places promises créées jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est fâchant. C'est fâchant parce que j'ai mis beaucoup d'efforts pour en fait avoir rien eu à la fin. La Saskatchewan veut recruter plus d'infirmières praticiennes et une série de séismes annonce une éruption sous-marine en Colombie-Britannique. Bonjour mesdames, messieurs, ici Nadim Mobarak. C'est une promesse phare du gouvernement Trudeau qui tarde à se réaliser. Le programme fédéral de garderie à $10 a atteint jusqu'à maintenant moins de 40% de l'objectif que le gouvernement s'est fixé pour 2026. À ce jour, sur les 250 000 promises, un peu moins de 100 000 nouvelles places ont été créées par Ottawa. Voici la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, suivie d'une mère ontarienne. Il n'y a pas plus d'argent pour maintenant. Je suis confiant qu'il y a assez. Je trouve que c'est fâchant. C'est fâchant parce que j'ai mis beaucoup d'efforts pour en fait avoir rien eu à la fin. Encore, j'ai toujours rien. Je suis sur des listes d'attente, mais encore là, ces listes d'attente-là, ils disent « Ah, peut-être tu vas avoir une place, peut-être tu n'en auras pas. » Donc, je ne peux pas vraiment compter là-dessus. Selon des experts, la situation s'expliquerait par le sous-financement du programme. Les députés fédéraux pourront de nouveau interroger les personnes à l'origine du contrat principal donné à JC Strategies pour l'application mobile Arrivcan. 2 responsables devront répondre aujourd'hui et demain aux questions d'un comité de la Chambre des communes. La semaine dernière, le gouvernement a suspendu le statut de sécurité de l'entreprise. Cette société est au cœur d'une tempête en raison des coûts exorbitants de l'application mobile Arrivcan qui a coûté 60 millions de dollars aux contribuables canadiens. La première ministre de l'Alberta et le premier ministre Justin Trudeau se rencontrent ce matin à Calgary. Le cabinet de Danielle Smith n'a pas précisé les sujets qui seront abordés lors de leur discussion. La première ministre a souvent parlé publiquement de ses désaccords avec les politiques du gouvernement Trudeau, dont l'assurance médicaments, le financement des garderies et le développement énergétique. C'est maintenant officiel, Joe Biden et Donald Trump auront leur revanche électorale en novembre. Les 2 rivaux ont décroché l'investiture de leur parti à la présidentielle hier soir. Le président démocrate a remporté une victoire décisive en Géorgie et Donald Trump a dépassé le seuil de 1215 délégués nécessaires pour devenir le candidat républicain. Toujours à l'étranger, les Haïtiens sont toujours dans l'attente d'un retour au calme 2 jours après l'annonce de la démission du premier ministre Ariel Henry. Un conseil de transition doit lui trouver un successeur par intérim et une force multinationale aura pour mission de neutraliser les bandes criminelles qui contrôlent la capitale. En attendant, les Haïtiens continuent de fuir massivement vers la République dominicaine. Omar Ouaman en a rencontré quelques-uns. Lorsqu'Ariel Henry a annoncé sa démission, Yannicka, une commerçante, a ressenti une immense joie. Il n'a rien fait pour nous. Les gens sont en train de mourir et lui, il n'écoute personne. Il n'y a pas de route, pas d'eau, pas d'éclairage, rien à manger. Ariel Henry est un voleur. Les États-Unis doivent le prendre chez eux. Un sentiment de libération partagé par Jean, arrivé de la ville des Gonaïves et en partance pour les États-Unis. Je suis très content. Très content. Avec Ariel Henry, pas d'espoir. Que réellement la France, le Canada, les États-Unis prennent conscience de la situation des Haïtiens vivent maintenant. Le peuple souffre beaucoup. Donc pour vous, c'est un nouveau départ? Un nouveau départ, oui. Un nouveau départ qui doit passer par le déploiement d'une force internationale menée par le Kenya. Samuel, originaire du Cap Haïtien, n'y est pas opposé car nécessaire selon lui. Vu l'état actuel du pays et récemment, il y a plus de 3000 prisonniers qui ont évadé, qui ont laissé la prison. Je pense que la police nationale d'Haïti n'a pas un effectif assez considérable pour combattre ces gens. Un peu de renfort peut être quelque chose de positif. La démission d'Ariel Henry n'est qu'une étape. Le plus dur reste à accomplir, mettre au pas les groupes armés qui sèment la terreur à Port-au-Prince. C'était Omar Ouaman. Une équipe de scientifiques prédit une éruption sous-marine imminente au large de l'île de Vancouver. L'Observatoire d'Océan Neptune a capté une activité sismique particulièrement élevée, détectant jusqu'à 200 petits tremblements de terre par heure dans la région. Bien que rare, ce phénomène ne représente aucun danger pour les humains. Emma Hautecoeur a préparé ce qui suit. C'est quand même beaucoup.
L'activité enregistrée le 6 mars à 5 km au fond de l'eau dans la zone de protection marine Endeavour est impressionnante, consent Benoît Pirenne, directeur de l'engagement aux utilisateurs à Ocean Networks Canada. Je crois qu'on a découvert qu'à cet endroit, à peu près tous les 20 ans, il y a ces essaims de tremblements de terre qui sont finalement reliés à la séparation de la plaque tectonique de Juan de Fuca de la plaque tectonique du Pacifique. C'est un peu comme lorsque vous avez une blessure, ça permet à des liquides sous-jacents de se propager plus près de la surface. L'éruption de magma qui se figera rapidement au contact de l'eau pourrait survenir à n'importe quel moment selon les scientifiques. Même s'il s'agit de la même plaque tectonique, elle ne devrait pas augmenter les risques d'un grand tremblement de terre, selon Zoe Kraus, doctorante en sismique marine à l'Université de Washington. Les dorsales océaniques ne sont pas capables de produire de gros séismes, dit-elle, tout au plus de légères secousses qui ne seront probablement pas ressenties à 240 km de la côte. Une occasion unique donc d'étudier la formation de la croûte terrestre et tous ses effets sur la vie marine. Ici, Emma Hautecoeur, Radio-Canada, Vancouver. Et puis restons en Colombie-Britannique où les fortes chaleurs, les vagues de froid et les incendies forcent les viticulteurs à repenser leur industrie. Ils appréhendent aussi l'arrivée du printemps. Édouard Merlot a plus de détails. On n'a pas été épargnés en fait depuis Covid. Et il y a eu les feux, il y a eu le froid, il y a eu le chaud, il y a eu les touristes qui viennent pas. Pénélope Roche, viticultrice à Penticton, a été touchée par les aléas climatiques en Colombie-Britannique, comme toute l'industrie du vin de la région. Un rapport publié en février par l'organisme Wine Growers BC estime que le millésime 2024 sera presque complètement perdu. La récolte ne devrait atteindre que de 1 à 3% des niveaux normaux. Des gens qui arrivent ici et qui achètent un vignoble parce que c'est romantique d'avoir un vignoble. La viticultrice dénonce un amateurisme de certains viticulteurs et affirme que ces pertes seront l'occasion de repenser la vinification dans la province. On ne peut pas planter ce qu'on plante à Vernon et à Osoyoos de la même façon. La seule chose positive qui peut sortir de ça, c'est que les gens puissent se rendre compte que pour que ce soit sustainable, il faut qu'ils plantent ce qu'il faut là où il faut. Christine Coletta, propriétaire d'un domaine viticole à Summerland, n'exclut pas les changements, mais il faut attendre. La viticultrice va analyser en juin ce qui a survécu et prévoit de peut-être changer certaines variétés selon la mortalité des plantes. Au début du mois de mars, Ottawa a annoncé le financement de 2 initiatives pour faire avancer la recherche et accroître la compétitivité du secteur, selon le ministère. Ici Édouard Merlot, Radio-Canada, Vancouver. Et pour la toute première fois, une équipe de ski de fond porte les couleurs du Nunavut aux Jeux d'hiver de l'Arctique qui se déroulent en Alaska. Pour les 2 entraîneurs qui ont créé le club d'Iqaluit, c'est tout un accomplissement. Et pour les athlètes, une grande fierté. Sarah Xenos est allée à leur rencontre. L'ambiance est à la fête à la zone de loisirs près de Palmer, en Alaska. 6 jours de compétition pour les fondeurs et parmi eux, une toute nouvelle équipe fait son entrée, celle du Nunavut. Un grand moment de fierté pour l'entraîneur Shannon Chartré. C'est un aboutissement, l'accomplissement de beaucoup de travail. Il faut dire que le chemin n'a pas été facile pour se rendre jusque-là. Avec son collègue Benoît Havard, les 2 entraîneurs ont construit et entretiennent les pistes à la main. Beau temps, mauvais temps. Le Nunavut et Iqaluit, l'hiver est rigoureux, pas beaucoup de soleil. Donc décembre, janvier, février, on est dans du moins 30, moins 40, moins 50. Alors beaucoup de travail à la main, on n'a pas des grosses machines, mais on a ce qu'il faut. From Nunavut, Massey Gabriel! Des efforts qui sont maintenant récompensés puisque 4 jeunes skieurs, dont Gabriel Massé, portent fièrement les couleurs du territoire. Chez nous, on peut skier 2 fois par semaine, mais on ne le fait pas beaucoup parce qu'il fait trop froid. Benoît Havard, lui, est convaincu de l'importance de ce sport pour les jeunes Nunavut-Miout. Moi, je vois un avenir incroyable pour le Nunavut au niveau du ski. Il faut juste s'adapter. Il faut juste comprendre, puis je pense que ça pourrait devenir une culture comme le hockey. Et ce n'est que le début. Ici Sarah Xenos, Radio-Canada, à Palmer, en Alaska.